le Premier ministre, le Président ont manifesté l'intérêt pour ce secteur. Les rapports sont déjà à leur niveau et des réflexions sont en cours pour prendre les dispositions idoines. Voilà. Vous les avez évoquées tout de suite, ces sources d'approvisionnement, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure pour plus de détails. Mais je voudrais rebondir sur une autre question, la baisse de tension au niveau des quartiers périphériques dans les banlieues. On évoque souvent les baisses de tension. Oui, il y a déjà dans les banlieues nord, il y a déjà un projet qui a pris en compte cette situation, et le projet BOAD. Bon, on est en train de faire la réhabilitation, l'extension, c'est pour corriger les baisses de tension. Il est prévu de construire 18 postes de transformateurs, mais au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on a déjà au moins une douzaine qui sont déjà construites, et l'extension est en cours, donc on n'a pas oublié ce côté, même du côté même de Idjanawe, je veux dire, derrière le Togo 2000, eh bien, il y a le projet Puris qui a déjà fait un travail là-bas pour résoudre le problème de baisse de tension. Donc, les projets sont en cours, mais il nous faudrait encore beaucoup de moyens pour pouvoir donc répondre aux demandes, puisque la ville de Lomé s'étend, ça c'est sûr, et le besoin est de plus en plus ressenti. Donc, il nous faut des moyens pour pouvoir atteindre tous les coins en ce qui concerne l'extension. Oui, vous avez parlé tout de suite des sources d'approvisionnement en citant la CEB qui sert d'intermédiaire. Hein. Peut-être que j'en abuse en utilisant cette expression, entre la CET et certaines compagnies. Pourquoi la CET ne peut pas aller directement s'approvisionner et passer forcément par la CEB? La CEB est une institution qui date déjà de plus d'une trentaine d'années. Elle a été instituée par nos deux États pour nous approvisionner en énergie. Donc, au jour d'aujourd'hui, la communauté du Bénin, qui est composée donc du Togo et du Bénin, eh bien, c'est la CEB qui est le principal fournisseur. Cependant, eh bien, la CET a sa propre production aussi à travers les centrales et des petits barrages. Nous avons le barrage de Pimé, qui nous fournit à peu près 1,6 MW. Et nous avons les centrales Suzère, qui nous fournit environ donc au moins 16 MW. Voilà, donc 16 MW. Et puis, sur l'ensemble du pays, nous avons environ 18 centrales réparties sur l'ensemble du pays, des groupes électrogènes, comme on appelle communément, eh bien, qui donnent aussi de l'électricité dans les villages. Donc, nous avons nos sources propres qui représentent 10% à peu près, mais les 90% de disponibles, c'est la CEB qui nous fournit. Et la CEB même s'approvisionne au Ghana avec Volta Region et qu'on appelle Vera, et au Nigeria, TCN, et en Côte d'Ivoire, la CIE, bon, bientôt avec des IPP, c'est-à-dire des producteurs indépendants. Vous avez tout de suite cité les barrages au Togo, mais vous n'avez pas parlé du barrage de Nangbeto. Le barrage de Nangbeto, effectivement, est sur le territoire togolais, mais est une propriété de la CEB. Pourquoi? Eh bien, c'est la CEB qui a installé, c'est un accord entre les deux États. C'est tout comme, voilà, le Togo, c'est tout comme le barrage d'Adjiralala. Ça va se faire sur le Mono. Vous savez que le Mono, c'est la rivière qui fait, le fleuve qui fait frontière entre les deux pays. C'est difficile de dire que cette partie appartient ici, appartient là. Donc, la communauté gère. Donc voilà. Monsieur Lebéglé, vous en tant qu'arbitre, comment est-ce que vous appréciez cette disposition-là que le Togo aille contourner, passer par quelqu'un avant de s'approvisionner? Comment est-ce que vous appréciez ça? Oui, bon, en fait, dans la sous-région, l'expérience du Togo et du Bénin est souvent très saluée. Dans le secteur de l'électricité, nous avons trois sous-secteurs, trois segments. Nous avons la production, nous avons le transport et nous avons la distribution. Il se fait que la production, compte tenu les sources de production les moins chères, c'est le plus souvent de l'hydraulique, c'est les barrages hydroélectriques.
Et le Togo, n'ayant pas des fleuves assez puissants pour donner des puissances importantes, très tôt, on a eu à miser sur l'importation. C'était par exemple la Volta à Kosombo qui avait une puissance très importante, mais transporter du courant depuis Akosombo pour le Togo seul, la quantité que nous avions besoin à l'époque, dans les années 60, est telle que personne ne serait prêt à vous financer pour de telles quantités. Alors c'était nécessaire pour que les pays se mettent ensemble. Et donc, ça veut dire que c'est la puissance et du Togo et du Bénin qui va être transportée. Et donc, d'où cette idée de résoudre le problème du transport. Les investissements pour le transport sont de très lourds investissements. Et si un seul pays le supporte, eh bien, le coût de cet investissement doit se refléter dans le kilowattheure de chaque consommateur. Et donc, en se mettant à deux, eh bien, c'est les deux populations qui supportent le coût du transport. Donc, c'était vraiment une idée géniale de pouvoir diminuer le coût du kilowattheure. Donc, ça, c'est pour le transport. Et c'est ce que la communauté électrique du Bénin, c'est ce qu'il fait, le transport. Voilà. Je m'arrête juste au niveau du transport là. Est-ce que depuis là, les deux pays se sont toujours entendus? Est-ce qu'il n'y a pas eu de clash entre-temps? Non, pas du tout. Aujourd'hui, le courant que nous utilisons dans les deux pays viennent de part et d'autre des frontières. Nous prenons de l'énergie qui vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana, donc via le Togo, mais nous prenons aussi de l'énergie qui vient du Nigeria via le Bénin. Et si c'était le Togo seul, ça aurait été beaucoup plus difficile, n'est-ce pas, de pouvoir avoir ces différentes sources d'approvisionnement. Donc en fait, cela se passe bien au niveau du transport et la CEB se charge véritablement de dispatcher pour le Togo et pour le Bénin. Voilà. Avec un contour global, Monsieur le directeur général, on nous avait dit entre-temps que c'en était fini avec les délestages. On a contrôle global sur le terrain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des coupures. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de délestage, mais coupures. Alors, est-ce que c'était pour nous dire qu'avec contrôle global, on n'aurait pas de délestage, mais des coupures? Je voudrais tout simplement dire qu'avec Contour Global, nous avons 100 MW disponibles. Et sur ces 100 MW, bon, il faut dire que Contour Global ne tourne pas en base. Et c'est juste quand nous avons des difficultés qu'on demande à Contour Global de mettre ses moteurs en marche. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé du problème de clash. Peut-être c'est par rapport au Contour Global que vous parlez de clash. Bon, je ne crois pas que l'arrivée du Contour Global est un clash entre le Bénin et le Togo, puisque lorsqu'on était dans la situation de délestage, eh bien, les instances supérieures de la CEB avaient autorisé les pays à laisser s'installer les producteurs indépendants. Et c'est dans ce sens que Contour Global s'est installé. Mais il y a aussi un producteur indépendant au Bénin qui donne environ 80 MW aussi. Donc, les deux pays vont ensemble. Bon, Contour Global est arrivé, c'est vrai, avec Contour Global, il y a quand même, lorsque nous avons beaucoup de charges, et Contour Global se met, on arrive quand même à résoudre le problème de distribution. Et voilà ce que je peux vous dire sur la présence de Contour Global. Oui, oui, on a aussi entendu parler de l'offre qui serait supérieure à la demande avec Contour Global. Est-ce qu'il est jamais déjà arrivé que l'offre soit supérieure à la demande? Depuis que vous êtes arrivé aux affaires, je veux bien dire. Bon. Commencez lui une complète. Bon, je suis arrivé aux affaires il y a 8 mois. Peut-être que les statistiques ont montré à un moment donné qu'il y avait l'offre qui était supérieure à la demande, mais au jour d'aujourd'hui, je crois que la demande est largement supérieure à l'offre. Monsieur Negueglé, il n'est jamais arrivé que l'offre soit supérieure à la demande? Oui, bon, en fait, l'offre, c'est les sources d'approvisionnement. Lorsque nous totalisons les sources que nous disposons, eh bien,
on comprend bien que c'est difficile que l'offre soit supérieure à la demande. Mais il se fait que dans la réalité, le système ne fonctionne pas à la pointe, c'est-à-dire à sa puissance maximale chaque fois. Par exemple, lorsque on se retrouve en mousson comme ces temps-ci, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'appels de puissance. Et donc, il y a quand même une réserve qui est là. Étant donné que le courant ne se stocke pas, eh bien, dans ce moment-là, on peut dire entre griffes que l'offre est supérieure à la demande, mais en réalité, c'est que nous n'avons pas atteint le pic. Et puis, il faut noter quelque chose. C'est que le DG a dit tout de suite que Contour Global n'est pas utilisé en base. On l'utilise pratiquement à 10%, n'est-ce pas, de la capacité qu'il peut donner. Et donc, ça veut dire que nous avons un potentiel qui est là. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Voilà, c'est la question que j'allais poser. Voilà. Pourquoi utiliser juste les 10%? Voilà, justement. C'est parce que nous avons misé sur l'arrivée du gaz pour profiter au maximum de l'opportunité que Contour Global offre pour les deux pays. L'arrivée de quelle base? Le gaz, le gaz naturel. Voilà. Le gaz naturel qui devait venir par le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Le projet a été fait, mais aujourd'hui, on ne dispose pas de suffisamment de gaz et donc la centrale de Contour Global ne tourne pas avec du gaz, mais plutôt avec du fuel lourd, qui est relativement cher par rapport au gaz naturel. Bon, alors, si nous avons l'opportunité d'avoir du courant un peu moins cher que de produire avec du fuel lourd, alors qu'est-ce que la CEB fait? Il prend d'abord les sources qui sont les moins chères et c'est lorsqu'il est en manque qu'il complète avec de l'énergie produite avec du fuel lourd. Mais lorsque le gaz sera disponible entièrement à 100% pour la centrale de Contour Global, eh bien, on pourra l'utiliser en base. Voilà, alors que nous ne savons pas jusqu'à quand on aura ce gaz disponible. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va toujours continuer par utiliser les 10% de Contour Global ou bien qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais de toute façon, les discussions sont en cours avec Contour Global parce que là, il ne faut pas qu'on se voile les faces. Si le Contour Global doit continuer par tourner avec le fuel lourd, ça coûte excessivement cher. Donc, il faut qu'on ait le courage, et nous avons déjà posé ce problème aux autorités, et il faut qu'on ait le courage d'aller vers Contour Global, de revoir la négociation. Est-ce que c'est ça qui a expliqué entre-temps la hausse des prix de l'électricité? Il y avait tout un facteur. Pour la hausse de l'électricité, des prix de l'électricité, comme il l'a dit, l'ARCE donc donne son avis, et je crois qu'il est en mesure de vous dire, mais il y avait beaucoup de facteurs, de paramètres. Et là, nous sommes encore en discussion avec la CEB. Maintenant, l'approvisionnement de plus en plus est cher. Je donne par exemple le cas donc du Ghana qui nous fournit l'électricité à partir du barrage hydroélectrique. Ça, c'est moins cher. Mais maintenant, de plus en plus, la demande est plus forte dans leur pays. Donc, ils préfèrent envoyer à leur population l'énergie moins chère et avec leur centrale, vendre ça. Donc, ça veut dire que la CEB va donc acheter plus cher. Et du coup, c'est plus cher. Et comme personne n'est prêt à laisser la CET mourir, donc il nous faut aussi de temps en temps revoir nos prix pour ne pas déposer le bilan, comme on le dit. Ouais. Venons-en à l'éclairage public. Comment cela se gère-t-il actuellement? Sur l'éclairage public, la CET sert donc d'agent de recouvrement des frais de l'éclairage à travers les factures. Mais il y a un comité de gestion de l'éclairage public qui est mis en place et qui s'occupe de cette gestion. De temps en temps, la CET aussi participe pour les installations en tant qu'expert. Donc, les installations de l'éclairage public, c'est la CET donc, qui s'en occupe, mais au niveau de la gestion, il y a un comité de gestion qui est mis en place et qui est composé d'un certain nombre de services techniques
pour cette gestion. Mais la CET est essentiellement l'agent recouvreur donc, de cette énergie, de ces factures. Voilà. Oui. Parlons justement de redevances électriques pour l'éclairage public. Un comité interministériel, comme vient de le dire le directeur général de la CET de gestion mise en place, a entrepris une tournée dans les différentes régions. L'étape maritime avec Apollinaire Kadinga. Cette rencontre d'information et d'échange entreprise par le comité interministériel de gestion de la redevance pour l'éclairage public à l'endroit des responsables des collectivités locales vise à éclairer les préfets, les présidents des délégations spéciales de la région maritime sur la clé de répartition des fonds qui sont générés par les augmentations d'1 et 2% sur le kilowatt, une mesure prise par le gouvernement. À clé de répartition, nous avons prévu 49% des fonds encaissés pour payer les factures, les impayés, 34% pour la réhabilitation et l'extension et 15% pour la maintenance. Et 2% sont réservés pour les dépenses diverses. Si une collectivité veut étendre ou bien réhabiliter son réseau, elle fait ses propositions et elle va vers le prestataire, notamment la CET, et elle dit je veux faire ceci et cela en fonction des fonds qui lui ont été réservés. Et ça lui permet de dire que, ok, vous pouvez faire telle longueur de réseau éclairage public. Avant que ce comité ne nous soit introduit, le ministre des Mines et de l'Énergie nous avait demandé de lui signifier nos besoins. Les extensions, les cantons où il n'y a pas d'électricité, nous l'avons fait et nous espérons que pour cela, un projet doit être en cours pour nantir nos cantons d'électricité. Depuis juillet 2009, date de l'instauration de cette redevance, la compagnie énergie électrique du Togo a encaissé près d'1,4 milliard de francs CFA. Ces fonds seront répartis à toutes les collectivités locales du pays selon les besoins et les priorités de chaque localité. Le comité interministériel poursuit sa tournée dans les autres régions. Voilà, monsieur, vous avez suivi le sujet. De quoi s'agit-il concrètement, monsieur le directeur général? Bon, je voulais revenir sur ce que je venais de dire en ce qui concerne l'approvisionnement de l'énergie pour assurer la population en ce qui concerne les prix du kilowattheure. Et certes, il peut y avoir augmentation ou l'approvisionnement peut devenir plus cher, mais l'augmentation du prix du kilowattheure pour l'instant n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, qu'il soit rassuré. Et nous travaillons dans le sens de maîtriser les coûts en attendant. C'est quand tout sera vraiment asphyxié, mais même s'il y a augmentation, l'État peut décider de donner des subventions pour amortir le coût. Donc, nous, à notre niveau, et dans les discussions tripartites, on a fait montrer clairement que l'augmentation du prix du kilowattheure, pour nous, n'est pas encore à l'ordre du jour. Ça, c'est enregistré. Et nous allons dans ce sens-là. Bien, donc pour revenir à la question, comme je le disais, le comité de gestion de l'éclairage public est habilité donc à savoir comment il y a un arrêté qui donne un peu la répartition et comment les fonds sont utilisés. Voilà ce que je peux dire. Et vous n'aviez rien ajouté. Redevance électrique pour l'éclairage public. Qu'est-ce qu'on met dedans, concrètement? Oui, bon, en fait, il y a 3 ans, quand vous voyez un peu nos villes, l'éclairage public est vraiment défaillant, inexistant. Et en l'espace de 2-3 ans, beaucoup d'efforts ont été faits. Et cette redevance éclairage public va permettre d'aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas, dans ces efforts qui sont faits pour pouvoir, disons, améliorer l'éclairage public. Donc, comme on l'a vu dans l'élément tout de suite, le comité de gestion de ce fonds a essayé d'utiliser des clés de répartition du fonds qui est collecté par la CET. Et ainsi, une partie va servir à payer les consommations de l'éclairage public.
ensuite une autre partie à faire l'extension. Donc il faut commencer quelque part. Mais ceux qui n'ont pas leur rue éclairée, ils sont exigeants, ils attendent à ce que pour eux aussi soit éclairé. Donc une partie de ce fonds va permettre de faire cette extension, mais aussi de faire la réhabilitation, n'est-ce pas, de ceux qui ont duré et qui nécessitent de la réhabilitation. Et le reste, c'est l'entretien. Bon, donc le comité est responsable, en collaboration avec les collectivités, de pouvoir gérer cela. Et c'est pour cela que je pense le comité a entrepris donc une mission d'échange avec les collectivités pour, disons, une meilleure compréhension de leur mode d'opération et à ce qu'ils puissent adhérer à ce programme-là. Voilà. Monsieur Negbeble l'a évoqué un tout petit peu. Monsieur le directeur général, je reviens à vous. Quand on dit éclairage public, est-ce que c'est simplement les centres urbains ou les quartiers périphériques? On les voit aujourd'hui se développer énormément, hein, et ils avancent. Alors, est-ce que ça les concerne? Mais ça concerne, quand on dit éclairage public, ça concerne aussi les quartiers périphériques. Mais faut-il encore que ces quartiers périphériques soient urbanisés, puisque l'éclairage public, c'est quand même sur les grandes artères. C'est aussi un facteur d'urbanisation. C'est un facteur d'urbanisation. Donc l'éclairage public, on ne va pas quand même aller mettre ça dans les labyrinthes. Il faut que les rues... Il y a des quartiers périphériques à Lomé qui, pour l'instant, ne sont pas encore approuvés sur le plan cadastral. Alors, on a peur d'aller mettre nos réseaux sur ces quartiers, et 2 jours après, on vous dit que bon, vous êtes sur l'emprise de la route, il faut venir enlever votre installation. Et c'est là où on voit le développement de ce qu'on appelle l'araignée. Non, le développement de l'araignée, effectivement, mais là, c'est un travail qui se fait. Le développement de l'araignée, même au centre-ville,